On doit compléter notre cours sur l'élastographie. Le dernier cours qu'on a déjà fait, on a traité des généralités sur l'élastographie. Ce cours, il est présenté dans la chaîne YouTube Base physique et imagerie médicale. C'est un cours qui est nécessaire pour comprendre cette deuxième partie. Donc, dans le dernier cours, on a traité les éléments suivants. L'introduction, concept d'élastographie, concept d'élasticité en physique générale, principe physique d'élastographie. Aujourd'hui, on doit compléter notre travail sur les techniques d'élastographie, l'élastographie statique, l'élastographie en régime dynamique, dans laquelle on doit traiter les éléments suivants. La technique de vibroacoustique, la technique d'élastographie impulsionnelle 1D, le palpaire, l'élastographie impulsionnelle 2D, acoustic radiation force impulse AIFI, shear wave élastographie, et on termine par une conclusion et des références. Donc, on continue juste là, on sommes arrivés pour la dernière séance. Donc, nous sommes ici. Donc, on commence par les techniques d'élastographie. On commence par l'élastographie statique. L'élastographie statique a été développée par Hoffer en 1991. Elle repose sur la comparaison de plusieurs images échographiques acquises avant et après l'application d'une contrainte qui est statique sur les tissus. Voilà. On doit prendre des images échographiques avant l'application de la contrainte et après l'application de la contrainte, et l'exploitation de ces deux images échographiques, ça permet de déterminer ce qu'on appelle un élastogramme. Donc, les valeurs de Dirty sont directement affichées sous la forme d'une carte paramétrique appelée élastogramme, avec une gamme de couleurs ou de nuances de gris superposées à l'image en mode B. Les déformations générées par l'application d'une contrainte quasi-statique sont plus faibles. Donc, après l'application de la contrainte sur le tissu, on doit y avoir des déformations très faibles. Dans le milieu dur que dans le milieu mou. Mais en général, les déformations sont faibles pour que la loi de Hooke qui matérialise la proportionnalité entre la contrainte et la déformation par le module élastique. Toujours dans le milieu, toujours dans le cas des déformations faibles. Donc, le module de Young, sa valeur n'est pas connue de façon précise. Il est estimé de manière relative. On sait si un tissu est plus ou moins dire que le tissu voisin. Mais on ne dispose pas d'une quantification absolue de son élasticité. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir la valeur exacte de la dureté d'un tissu, mais on peut savoir sa valeur relative par rapport au tissu adjacent. Donc, l'estimation de la dureté tissulaire reste ainsi purement qualitative. Voilà, en résumé, qu'est-ce qu'on a? On fait un examen, on fait des images échographiques avant l'application de la contrainte, puis des images après l'application de la contrainte, et le résultat, c'est un élastogramme qui permet de matérialiser la dureté sous forme d'une carte paramétrique. Voilà ce qu'on a. L'analyse de la déformation du tissu induite par la propagation de la contrainte, par comparaison des données avant et après la contrainte. On estime des composantes, des déplacements ou des tensions de déformation, epsilon. Donc la contrainte S, qui est égale à la force appliquée sur la surface, ici, sur un milieu donné en bleu, là où il y a deux structures en rouge dur et mou. Après l'application de la contrainte, on doit y avoir quoi? On doit avoir que notre milieu il est comprimé. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que le milieu dur ne subisse pas une déformation importante par rapport au tissu mou
qui dit placé et allongé. Donc, l'élastographie qualitative, c'est une élasticité relative dans le domaine de régime quasi-statique. Là, on applique une force constante. Après, on enlève la force et on aura d'autres images. La comparaison des images avant et après l'application de la contrainte, ça permet l'estimation de l'élasticité. Donc la structure molle se déplace et se déforme. Par contre, la structure dure, qui est rigide, se déplace seulement, sans déformation. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? Voilà notre milieu. Avant l'examen, on émet les ultrasons, mais pas de compression. Après, l'application d'une contrainte, ça veut dire d'une force par unité de pression, on a quoi? La comparaison de ces deux domaines-là, là où il y a, avant l'application et après l'application, on a quoi? On a ce qu'on appelle une déformation de notre milieu. Donc, le principe de fonctionnement de l'élastographie ultrasonique en régime statique, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'image A, il y a l'acquisition de l'image à l'état de base, sans compression, ici. Puis, en image B, acquisition de l'image lors de la compression, en appliquant une contrainte sigma, provoquant des déformations epsilon des différentes structures des milieux qu'on a ici. Et donc, l'acquisition des images avant et après la déformation, elle est faite par notre transducteur échographique qui envoie des ultrasons et il reçoit des échos qui indiquent l'état de notre milieu. Donc voilà l'acquisition des échos avant l'application de la contrainte et ici l'acquisition des échos après l'application de la compression uniforme sur le milieu. Donc l'exploitation de ces signaux après la compression et avant la compression, ça permet d'avoir ce qu'on appelle notre élastogramme. Donc l'élastographie statique est donc plus adaptée à la détection de nodules, exemple dessin. Quelle caractérisation de tester donc l'élasticité est relativement homogène, telle que le foie. Seuls les organes accessibles à une compression extérieure, donc assez superficiels, comme le sein ou la thyroïde, sont explorables avec cette méthode. Donc l'élastographie statique, il est indiqué pour les organes superficiels, car la compression qu'on fait ne peut pas aller plus loin lorsqu'il y a une profondeur importante. Par contre, lorsque l'organe est superficiel, exemple la thyroïde ou bien le sein, notre contrainte peut se propager à l'intérieur de ces organes, car la contrainte elle est faite par la main de l'opérateur à l'aide d'une sonde. Voilà l'exemple d'un élastogramme qui est produit par du matériel. L'exemple, celui d'Hitachi, et le deuxième, celui de Siemens. L'image de gauche, on voit deux images. L'image ici, c'est quoi? Elle représente une image échographique en mode B. À gauche, c'est son équivalent. C'est un élastogramme qui permet d'indiquer la dureté à chaque point qui est codé en couleur. Et donc, on voit cette échelle-là de codage en couleur. Plus la couleur il est rouge, plus le milieu il est très dur. Par contre, si il est bleu, donc sa dureté est faible. Cette image-là représente l'élastogramme d'un carcinome. On voit ici à droite, c'est un élastogramme de la thyroïde. L'image de gauche, c'est une image échographique en mode B. L'image de droite, c'est un élastogramme de cette zone-là qui permet d'indiquer les différentes zones dont les différentes couleurs matérialisent
leur état de dureté. Voilà en ce qui concerne cette première partie de l'élastographie statique, dans laquelle on fait des images avec compression et sans compression, et la comparaison des deux, ça permet d'élaborer un élastogramme. Maintenant, on passe à l'élastographie en régime dynamique. Dans le cas dynamique, le milieu doit avant tout être excité par une impulsion mécanique bref. Ça veut dire élastographie impulsionnelle au transitoire. Donc c'est une impulsion. Ou avec une fréquence bien déterminée, permanente, ou bien excitation continue. C'est le cas de l'élastographie stationnaire principalement utilisée en élastographie par résonance magnétique. Donc le domaine de l'IRM, on utilise une excitation continue. Par contre, dans le domaine d'ultrason ou bien d'échographie, on utilise une impulsion bref, ou bien mécanique bref. Cette perturbation mécanique va se propager de proche en proche sous la forme d'ondes mécaniques dans les tissus étudiés. Ces ondes mécaniques sont des ondes de compression et des ondes de cisaillement. Donc, qu'est-ce que les ondes de compression et de cisaillement? Les ondes de compression se propagent très rapidement dans le corps humain, comme on a déjà vu dans l'échographie, sont de l'ordre de 1500 mètres par seconde et permettent d'imager les tissus à haute fréquence. Ce sont typiquement les ultrasons base de l'échographie. À basse fréquence, environ de 10 Hz jusqu'à 2000 Hz, les ondes de cisaillement se propagent plus lentement et leur vitesse est de 1 jusqu'à 50 mètres par seconde. Et directement relié au modèle de cisaillement mu qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent, ça veut dire dans le cours de généralité sur l'élastographie. Donc mu est égal ρ V carré, où ρ c'est la densité du milieu de l'ordre de 1000 kg par mètre cube. Donc l'impulsion envoyée dans le tissu humain, c'est une onde mécanique. Et donc ça peut se diviser en deux parties, ce qu'on appelle une onde de compression et une onde de cisaillement. L'onde de compression, toujours, il est plus rapide que l'onde de cisaillement. Voilà un schéma qui permet d'expliquer ces ondes-là. Donc l'application des contraintes est à l'origine de deux types d'ondes mécaniques. L'onde de cisaillement et l'onde de compression. Voilà l'onde de cisaillement. C'est une onde provoquant un glissement des couches de tissus les unes par rapport aux autres. Il se déplace par des mouvements successifs perpendiculaires à la vitesse de déplacement. Donc on a ici la vitesse de déplacement dans cette direction, Vs, mais les déplacements des particules, ça se fait perpendiculairement à la direction de propagation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onde de cisaillement. Les ondes de compression compriment le tissu de proche en proche, provoquant un déplacement des milieux de direction parallèle à la vitesse de propagation. Voilà la vitesse de propagation, ou bien sa direction de propagation. Donc la compression, ça se fait dans cette direction. Ce n'est pas perpendiculaire, c'est ça ce qu'on appelle l'onde de compression. Lorsqu'elle est faite perpendiculairement à la direction de propagation, donc c'est l'onde de cisaillement. Donc maintenant parlons de la compression. Le corps humain a un comportement mécanique s'apparentant à celui d'un solide mou. Donc on peut le comparer à un solide mou. Ça veut dire que c'est un matériau élastique, linéaire, homogène et isotropique. Ça veut dire donc les caractéristiques ne dépendent pas de la direction de l'espace. La dureté du tissu est mesurée par le modèle élastique, dit modèle de Young. Son unité c'est le kilopascal. Une contrainte externe S produit une déformation E dépendante de la dureté du tissu. La dureté E est définie par le rapport entre la contrainte et la déformation. Donc prenons le cas d'un milieu.
par exemple ce milieu cylindrique là, on applique une contrainte S sur ce milieu-là, c'est une force par unité de surface. Donc le résultat c'est quoi? C'est une déformation E. Donc le module de Young, E, c'est S sur E. E, c'est la dureté, S, c'est la contrainte externe. E, c'est la déformation. Prenons le cas de l'onde de cisaillement. Donc les différentes techniques d'élastographie ultrasonore, par cisaillement, ne mesurent pas directement la dureté, mais la vitesse VC de propagation des ondes de cisaillement. Donc la vitesse VC de propagation des ondes de cisaillement est reliée au module de cisaillement mu par la relation suivante. Mu égale ρ V carré. Rho, c'est la densité des milieux. Donc le module de cisaillement mu est lui-même relié au module élastique E par E égale 3 mu. Donc la vitesse, la mesure de la vitesse de propagation des ondes de cisaillement permet de déduire le module élastique grand E. Donc la relation finale, grand E égale 3 ρ V carré. Donc le fait de connaître, ou bien de savoir V, la vitesse des ondes de cisaillement, automatiquement on déduit le module de Young. Donc, dans les tissus biologiques, qu'on suppose qu'ils est incompressible, le module de Young peut s'écrire très simplement en fonction du module de cisaillement. Donc, on a la relation suivante, E égale 3 mu. Aussi, de l'équation de propagation des ondes de cisaillement, on peut relier le champ de vitesse des ondes de cisaillement à la carte du module de Young dans le cas de petites déformations. On peut retrouver la carte du module de Young dit ici à partir de l'observation des ondes de cisaillement. Donc, la carte paramétrique qu'on affiche sur l'écran concernant les modules de Young, dans le cas des petites déformations, il est lié à quoi? Il est lié à la vitesse des ondes de cisaillement. Donc, connaître, ou bien savoir la vitesse des ondes de cisaillement, automatiquement, on peut déduire le module de Young et surtout donc la cartographie de la distribution de la dureté dans le milieu examiné. Les techniques d'élastrographie dynamique ont l'avantage très important de permettre une imagerie quantitative et de meilleure résolution que les méthodes statiques. Et nécessitent cependant un matériel plus complexe permettant la génération des ondes de cisaillement, vibreurs ou bien pression de radiation ultrasonore, et un dispositif de détection des ondes de cisaillement plus sensible à des petites déformations, c'est l'échographie ultra rapide ou bien stroboscopique. Donc le matériel avec lequel on doit faire l'élastographie dynamique, il requiert deux éléments importants. Le premier, c'est une excitation, ça veut dire qu'il permet d'engendrer des ondes de cisaillement, surtout le vibreur, ou bien pression de radiation. Et un autre élément, c'est un dispositif de détection des ondes de cisaillement qui sont produites à l'intérieur de notre corps, surtout à petite déformation, qu'on essaye de faire une imagerie très rapide ou bien stroboscopique pour qu'on puisse avoir une cartographie du module de cisaillement. Ici, dans le schéma suivant, on peut vous montrer la plage de variation des modules de compression et de cisaillement de différents tissus biologiques. On a le module de cisaillement en bas et en haut le module de compression. Donc le module de cisaillement, donc, il varie entre 10 à la puissance 2 jusqu'à 10 à la puissance 10 sur une large gamme pour les différentes structures du corps humain. Par contre, le module de compression, il est bien limité dans un petit espace de 10 à la puissance 9 jusqu'à 10 à la puissance 10 pascal. Donc, ils sont très limités. Donc, on n'arrive pas à distinguer ces différentes structures, les liquides, les tissus mous et l'os, avec le module de compression, car ils sont très proches
ils sont très proches par le module. Par contre, le module de cisaillement, il est très éloigné, donc il y a un contraste qu'on peut détecter par nos machines. Donc, cette figure représente l'étendue des variations des modules de compression et de cisaillement de différents tissus biologiques en échelle logarithmique. La variation des modules de cisaillement au sein des tissus biologiques s'étend sur plusieurs ordres de grandeur, ce qui confère une propriété intéressante pour différencier les tissus entre eux. En comparaison, l'échelle de variation des modules de compression portant estime au moyen de l'échographe est beaucoup plus faible. Estimé au moyen de l'échographie est beaucoup plus faible. Donc, le modèle de cisaillement, ça permet de nous donner une cartographie de l'élasticité des différents tissus traversés par l'onde de cisaillement. Donc, en fin de compte, vous avez quoi? Les régimes statiques et dynamiques sont des méthodes ultrasonores qui concernent les milieux diffusants, pour lesquels l'évolution temporelle du signal acoustique dans l'image permet de mesurer les déplacements. Donc, on a une excitation, automatiquement, vous aurez à l'intérieur de votre organe des déplacements de votre tissu. Et donc, on essaye de mesurer les signaux acoustiques qu'on aura. Ça permet d'estimer les déplacements des zones excitées. Donc, les modes d'élastographie en régime statique et en régime dynamique peuvent être considérés comme des variantes d'une même méthode d'investigation. Ils utilisent toutes les deux les ultrasons et l'application d'une contrainte. Donc, les ultrasons, ça permet de faire l'imagerie, et l'application de la contrainte, ça permet de créer des ondes de cisaillement. Donc, l'application d'une contrainte extérieure, ces contraintes s'effectuent à des gammes de fréquences différentes. 0 Hz pour l'élastographie en régime statique et 50 jusqu'à 500 Hz pour le régime dynamique. Donc, voilà une grande introduction sur le régime dynamique. Maintenant, on doit voir les différentes techniques utilisées pour le régime dynamique. Donc, on a ici la technique vibro-acoustique. Donc, la vibro-acoustique exploite deux faisceaux ultrasonores confocaux à des fréquences légèrement différentes, oméga 0 et oméga 0 plus delta oméga, comme vous voyez sur cette image-là. Voilà. Voilà notre organe ou bien notre objet qu'on doit explorer par cette méthode. On envoie deux signaux. Le signal A1 avec une fréquence oméga 0, le signal 2 avec une fréquence oméga 0 plus oméga. Donc, il en résulte des battements à la fréquence delta oméga qui vont donner naissance à une force modélée à la fréquence delta oméga et s'exerce uniquement à la focale. Tout se passe donc comme si l'on a fait vibrer la cible à la fréquence delta oméga. Il suffit alors ensuite d'écouter le son produit par cette excitation pour en déduire les propriétés mécaniques de la cible, en particulier sa dureté. Pour cela, on place un hydrophone qui enregistre la réponse de la cible à la fréquence delta oméga. Afin de former une image, on balaye toute la zone, en déplaçant la zone de focalisation et en écoutant la réponse de chaque zone de l'image. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Voilà notre objet. On a envoyé deux ondes, voilà, deux faisceaux ultrasonores confocaux, ça veut dire le même focal. La première onde ultrasonore, la deuxième onde ultrasonore, la première avec une fréquence oméga 0, la deuxième oméga 0 plus delta oméga. Donc, les deux faisceaux convergent vers un seul point, là on doit faire la mesure. Donc, il y a création d'une onde sonore qui doit être reçue par un hydrophone. Après détection, on aura l'état de la dureté en ce point-là, car on a étudié ce point, donc voilà l'état de dureté en ce point-là. Donc, lorsqu'on balaye tout cet objet-là, donc on essaye de former une image de tout l'objet, de tout cet objet-là sur l'écran. Donc, cette image-là, elle est dit à quoi? Elle est dit au balayage de point par point de cet objet-là.
Donc, la vibroacoustique repose sur l'utilisation de deux faisceaux ultrasonores à des fréquences proches et focalisés aux un point de l'image. Donc, ces deux fréquences oméga 0 plus delta oméga, ils sont très proches. Donc, il y a seulement une petite variation de delta oméga. Un hydrophone enregistre ensuite l'onde sonore résultant de la mise en vibration du tissu par la force de radiation ultrasonore. Ici, vous avez une force de radiation qui fait vibrer cette zone-là. Donc, on aura naissance d'une onde sonore qui doit être reçue par l'hydrophone. Donc, l'image est générée par le balayage de la zone. Donc, lorsqu'on balaye cette zone-là de l'image, donc automatiquement, vous avez l'image de la dureté sur donc l'estimation de la dureté sur toute l'image. Passons à la deuxième technique, élastographie impulsionnelle induit, le Palper acoustique. Donc, l'élastographie impulsionnelle, d'une manière générale, il permet quoi? Une estimation de la rigidité des tissus profonds, non accessible par compression externe. C'est l'inverse de ce qu'on a déjà dit pour l'élastographie statique. Donc, il permet une mesure quantitative de l'élasticité E, exprimée en kilopascal, par mesure ultrasonore de la vitesse de l'onde de cisaillement, qui se propage perpendiculairement. La mesure d'élasticité E en kilopascal est déduite de la vitesse des ondes de cisaillement selon la formule déjà citée, E égale 3 rho v carré. Donc, le principe général, c'est quoi? Il y a émission d'une impulsion ultrasonore dans le milieu, c'est une onde de compression. Puis il y a quoi? Il y a naissance des ondes de cisaillement qui se propagent latéralement. Et avec une imagerie ultra rapide, on peut estimer la dureté de notre milieu, et surtout ce qu'on appelle l'élastographie quantitative. Donc, commençons maintenant à étudier l'élastographie impulsionnelle, ce qu'on appelle le Palper acoustique. L'élastographie impulsionnelle est née à l'Institut Langevin en 1995. Il consiste à donner une impulsion petit coup sur le milieu et à enregistrer l'onde de cisaillement qui se propage dans le milieu sous l'effet du choc à l'aide d'un transducteur ultrasonore. Dans un premier temps, le piston va donner un léger coup sur le milieu, ce qui génère une onde de compression sphérique ainsi qu'une onde de cisaillement. Le déplacement généré, fonction de la profondeur et du temps, est alors estimé par corrélation des échos rétrodiffusés. Donc, par l'interférométrie, à l'aide d'un transducteur ultrasonore, 5 MHz, il se plisse de 1000 fois par seconde. Cet appareil fait le premier à utiliser le principe de l'imagerie ultra rapide sur une dimension pour visualiser de manière transitoire la propagation des ondes de cisaillement. Finalement, on extrait par une mesure de phase pour chaque profondeur la vitesse de phase de l'onde de cisaillement à la fréquence centrale, conduisant à une estimation du modèle de Young en considérant le milieu comme homogène et non visceux. Cette approche, initialement conçue pour le contrôle qualité en agroalimentaire et ensuite appliquée en médecine. Voilà, la société Ecocène commercialise cette technique, l'élastographie impulsionnelle induite, selon le nom de ce qu'on appelle le fibroscan. Le fibroscan, c'est un matériel qui est connu en médecine, surtout dans le domaine digestif, qui permet de déterminer l'élasticité au niveau du foie. C'est un appareil qui permet la quantification de la fibrose hépatique ou splénique en donnant un score global d'élasticité à 50 Hz sur une fenêtre de profondeur de 20 jusqu'à 60 mm. Donc l'élastographie impulsionnelle, méthode non invasive, est devenue une technique de référence de l'évaluation des hépatopathies chroniques et permet dans plus de 50% des cas de ne plus réaliser des biopsies diagnostiques. Donc c'est un matériel de choix pour étudier la fibrose hépatique à une dimension
Donc voilà, on peut schématiser tout ce qu'on a dit. On a un vibreur, donne un coup de basse fréquence, ajustable, à une fréquence 10 Hz jusqu'à 500 Hz sur le milieu. Voilà notre vibreur impulsionnel. Voilà notre milieu ascendant. Il est représenté ici par un cube. Voilà ligne ultrasonore sur laquelle se propage notre onde. Voilà la naissance des ondes de cisaillement de manière sphérique. Et donc le transducteur ultrasonore placé sur le vibreur. Il y a ici le transducteur ultrasonore et ici le vibreur. Ils sont couplés les deux sur la même tête. Permet alors de suivre par intercolation axiale des spectres ultrasonores et plus de 1000 fois par seconde la propagation de l'onde de cisaillement selon la profondeur. Donc il y a ici la propagation de l'onde ultrasonore de cisaillement, mais ça varie en fonction de la profondeur et au cours du temps. On peut ensuite en déduire la vitesse de l'onde de cisaillement et donc le module de Young. Donc le fait, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a généré une vibration qui se propage dans le milieu. Donc il doit donner naissance à des ondes sphériques de cisaillement. On mesure la vitesse des ondes de cisaillement et on détermine le module de Young. Et donc automatiquement, on peut savoir l'élasticité dans ce milieu. Donc, application pratique. L'élastographie impulsionnelle ultrasonore, ici c'est le cas mécanique qu'on a déjà dit, il y a un vibreur, c'est l'appareillage de transient et élastographie. Donc, il s'agit de la technique utilisée par le FibroScan. Donc, EcoSense. Il utilise une sonde de 3,5 MHz contenant un vibreur et un transducteur échographique. Donc, il n'y a pas de système de guidage échographique et la sonde est positionnée de manière aléatoire à la surface cutanée. Comme vous voyez ici, c'est le foie du patient. Voilà le côte de la peau. Voilà notre sonde, le vibreur et un transducteur. Donc, l'ensemble qu'on met sur la peau. Donc, on doit étudier une seule ligne et surtout dans cette zone-là, dans ce carreau-là, qui est l'oreille, ce petit rectangle qui est représenté par l'oreille. Donc, il y a émission d'une onde de cisaillement. Donc, les mesures sont réalisées à une profondeur de 25 jusqu'à 65 mm. La vitesse VC mesurée est convertie en kilopascal. Cette vitesse est un reflet de la dureté du tissu dans ce oreille. Donc, c'est une élastographie quantitative. Et donc, c'est ce procédé-là qu'on utilise dans la machine qui s'appelle le FibroScan. Maintenant, passons à la technique élastographie impulsionnelle 2D. Donc, c'est un complément de ce qu'on a déjà fait de l'élastographie impulsionnelle 1D. Donc, l'élastographie 2D, impulsionnelle 2D, il a été créé en 1997 à l'Institut Langevin. La technique d'élastographie 1D a été étendue à une véritable technique d'imagerie médicale. Donc, on a passé d'un D à 2D. Et donc, l'élastographie impulsionnelle 2D permettant de réaliser des cartes d'élasticité d'un tissu biologique. Un vibreur est fixé à la barrette échographique qui sert alors d'impacteur pour générer l'onde pleine de cisaillement. Donc, on a ici la sonde échographique. Donc, on doit ajouter ici un vibreur qui permet de générer des ondes de cisaillement. Donc, l'équation de propagation des ondes est inversée pour reconstruire une carte du module de Young. Donc, les premiers tests in vivo ont été réalisés en 2003 sur des volontaires à l'Institut Curie. Les résultats sont alors encourageants, mais le dispositif reste encombrant, lourd et difficile à utiliser dans la pratique. Voilà le principe, comment ça se fait les choses. On a la première partie, on fait du camp impulsionnel, puis on fait une imagerie ultra rapide. Donc, on a ici une sonde échographique montée sur un vibreur. Le vibreur engendre des ondes de cisaillement. Donc, les ondes de cisaillement, ça propage. Puis,
on fait une imagerie ultra rapide pour essayer de déterminer la vitesse de propagation de ces ondes ultrasonores. Et en fin de compte, on aura une cartographie de notre système pour la mesure de la dureté. Voilà exemple de cartographie paramétrique. Donc ici à gauche, c'est une élastographie du sein, un adénocarcinome. Il apparaît plus dur sur l'image d'élasticité et plus sombre sur l'image échographique. Pour la seconde image, c'est seconde image d'élasticité de la même lésion. Donc ici, vous aurez quoi? Une cartographie en couleur de module d'élasticité. Ici en kilopascal. Donc le rouge, ça indique que le milieu il est plus dur que la zone bleue. Donc c'est la même chose pour cette image-là. Donc toujours, on a le module élastique. Il est relié toujours à la vitesse de propagation des ondes de cisaillement. Et le module de rigidité, ou bien le module de Young, il est en relation avec le module de cisaillement par cette formule-là 3μ. Passons maintenant à la technique acoustique Radiation Force Impulse ARFI. Donc voilà, l'ARFI, Acoustic Radiation Force Imaging. On a une impulsion ultrasonore focalisée de 0,3 secondes. Puis mesure de la propagation dans le volume d'intérêt. Voilà, ici on a notre volume d'intérêt. On doit mesurer la propagation de l'onde ultrasonore qui est focalisée à 0,3 secondes. C'est une technique qui a été développée par Siemens et elle donne la vitesse en mètres par seconde. Voilà la vitesse de déplacement. On a 1,99 mètres par seconde à une profondeur de 3,5 cm. Donc, on essaye de mesurer la vitesse des ondes de cisaillement dans ce rôle. Comment ça se fait le principe de l'acoustic radiation force impulse? Les ARF, ou acoustic radiation force imaging, est une technique, est une méthode développée par l'équipe américaine de KT. C'est une technique qui utilise également la pression de radiation ultrasonore, mais contrairement à la vibroacoustique, acoustographie, l'ARFI utilise un seul faisceau ultrasonore focalisé. Voilà, un seul faisceau focalisé ici. L'application de la force de radiation déplace légèrement le tissu au foyer selon la loi de Hooke. Donc lorsqu'on applique une onde ultrasonore focalisée en un point, qui est repéré ici par XZ, ici, donc ça permet quoi? De déplacer le tissu dans ce point focal. Donc l'application de la force de radiation déplace légèrement les tissus au point focal, ou bien au foyer. Le transducteur passe alors en mode d'imagerie et détecte le déplacement. Et donc après déplacement, le transducteur il passe en mode d'imagerie pour déterminer ce déplacement par l'interférométrie du signal ultrasonore. Donc la technique d'interférométrie des spectres ultrasonores, déjà utilisée en élastographie statique, permet de corréler fenêtre par fenêtre le signal ultrasonore pour détecter le déplacement du tissu avec une sensibilité inférieure au micromètre. Voilà. Donc, fenêtre par fenêtre, on entend par fenêtre un morceau de signal ultrasonore. Il est ainsi possible de suivre le déplacement et la relaxation du tissu suivant la force de radiation. Donc, on a ici une force de radiation ici, ce qui entraîne un déplacement du tissu et donc on essaye de mesurer ce déplacement. Donc, les propriétés temporelles de ces courbes de relaxation permettent notamment d'en déduire des informations sur l'élasticité et la viscosité à l'endroit de focalisation uniquement. Donc, les mesures
qu'on a sur l'élasticité du milieu, ça se fait exactement au niveau du foyer, pas dans les autres points de l'image, de l'objet. Donc, pour avoir une image ou bien un élastogramme, on doit essayer de faire quoi? De faire un balayage de tout l'objet, donc foyer par foyer. Et donc, on aura en fin de compte une cartographie paramétrique, ou bien ce qu'on appelle un élastogramme. Donc, la technique aérifie permet aussi de reconstruire une image complète par balayage de la zone. Donc, pour avoir une image, donc, il faut balayer toute cette zone-là. Comme la vibroacoustique, cela a l'inconvénient. L'inconvénient de cette technique, c'est quoi? C'est de rallonger le temps d'acquisition pour former une image complète et de disposer beaucoup d'énergie dans le milieu. Donc, il y a question du temps. L'image prend beaucoup de temps. Et deuxièmement, il y a dépôt de l'énergie dans ce milieu-là. Ce qui permet, ou bien ce qui peut provoquer un échauffement conséquent. Donc, vu qu'il y a dépôt de l'énergie, donc automatiquement, vous avez un échauffement. Donc, cette technique a été testée sur le sein in vivo et la prostate in vivo aussi. Voilà, donc la dureté du tissu situé autour du point focal est obtenue soit en analysant les petits déplacements générés par la pression de radiation acoustique, c'est une estimation qualitative, technique Siemens, soit en déterminant la célérité des ondes de cisaillement. Donc, lorsqu'on a l'estimation de la vitesse, donc on a l'utilisation de mètres par seconde, ou bien le module de cisaillement, c'est kilopascal. Les valeurs de dureté sont fournies sous la forme d'une carte paramétrique directement superposée à l'image en mode B, comme avec les appareils fonctionnant en régime statique. Voilà notre technique. On résume notre technique. Donc le mode d'excitation, c'est une onde ultrasonore, force de radiation. L'application de la force, différentes profondeurs, un seul point, donc point par point en fonction de la profondeur. Le module impliqué ici, c'est le module de cisaillement, c'est celui qui nous intéresse. La propriété mesurée ici, la vitesse des ondes de cisaillement. La visualisation, une image figée, petite surface. Donc c'est une petite image. La quantification, oui, donc on peut y avoir des valeurs quantifiées des ondes, on fait la mesure. Donc voilà, l'aérifie, ça permet de envoyer une onde ultrasonore focalisée sur un point. On essaie de mesurer les ondes de cisaillement, surtout leur vitesse. Et après, donc, on essaie de déterminer le module élastique, ou bien le module de Young. Passons maintenant à la technique Shear Wave Elastographie, ou bien Supersonic Shear, j'imagine, SWE-SSI. Donc, grâce à la technique d'imagerie ultra rapide, plusieurs impulsions ultrasonores focalisées sont générées à des profondeurs différentes. Donc, à la différence de la RFI, là, on fait seulement la focalisation en un point. Ici, on fait la focalisation en plusieurs points. Donc, on a un point ici, ici, en fonction de la profondeur. Plus on descend de la profondeur, plus on choisit beaucoup de points, on fait la focale. Donc, il y a création d'une onde de cisaillement plane sur une grande surface. La propagation du plan de cisaillement est mesurée en temps réel par l'imagerie. Donc, des cartes paramétriques sont fournies en temps réel. Voilà la carte paramétrique. Voilà notre sonde. Comment ça se fait les choses? On doit envoyer des ondes focalisées sur différents points. En fin de compte, vous aurez des fronts d'ondes sous forme d'un cône de Mach qui se propagent perpendiculairement à la direction de propagation de notre onde principale. Donc, comment ça se fait les choses? L'étude des ondes de cisaillement par imagerie très rapide. Donc, la technique de Supersonic Shear Imaging est l'aboutissement de ces recherches en élastographie impulsionnelle à l'Institut de Longevin, l'idée d'associer la pression de radiation et l'étude des ondes de cisaillement. Ainsi généré revient
à Armin qui peut être considéré comme l'un des précurseurs des techniques d'élastographie à base de pression de radiation ultrasonore par sa technique de shear wave. Voilà ici son échographique. Ici, il y a création, focalisation des ondes en plusieurs points en fonction de la profondeur. Il y a naissance des ondes de cisaillement qui se propagent d'une manière latérale. Et après, on fait une imagerie pour extraire la vitesse des ondes de cisaillement et en fin de compte, le modèle de Young. Donc en 2004, deux idées fondamentales sont développées pour surmonter les limites de la technique impulsionnelle de D, qu'on a déjà étudiée. Ce sont la pression de radiation ultrasonore et l'imagerie ultra rapide. Donc, on doit créer la pression de radiation ultrasonore, puis on fait une imagerie. C'est ça ce qu'on a déjà dit dans la dernière partie, la RFI, ça veut dire l'élastographie impulsionnelle de D. Donc, ces deux concepts décrits. Donc, ces deux concepts décrits ci-dessus sont au cœur de la technique supersonic shear imaging. Donc, il y a un compte de Mach. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le compte de Mach. Élimination d'une large partie du milieu en une seule fois. Les ultrasons sont focalisés successivement à différentes profondeurs. Les différentes ondes sphériques générées par chaque focalisation interfèrent alors à la façon d'un compte de Mach, dans lequel la source se propage plus vite que l'onde de cisaillement générée et crée un front d'onde plein dans le plan d'imagerie. Donc l'utilisation des interférences constructives permet d'augmenter l'amplitude de l'onde et ainsi le signal sur bruit des champs de déplacement. L'onde plane dans le plan d'imagerie donc permet ainsi de simplifier les hypothèses de propagation, ce qui est intéressant pour les problèmes inverses. Finalement, un seul compte de Mach permet d'éliminer avec une onde de cisaillement presque tout le milieu. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici dans ce texte? Il veut dire, voilà ce qu'il veut dire. On a notre sonde, on doit focaliser notre onde en un point de la profondeur, un point focal. Lorsque on focalise nos ondes en un point focal, il y a création latéralement des ondes de cisaillement. Voilà, les premières ondes, onde 1. Puis on focalise sur la même ligne mais à une profondeur donnée dans un autre point focal, on doit créer une onde de cisaillement latérale 2. Puis on focalise à un autre point 3 en profondeur, on doit créer une onde de cisaillement 3. Donc les ondes de cisaillement 1, 2 et 3, donc ils s'interfèrent. Ils s'interfèrent. Lorsqu'ils s'interfèrent, il y a augmentation de l'amplitude de l'onde de cisaillement qui se propage latéralement sous forme de ce qu'on appelle un compte de Mach. Voilà le front d'onde droite et gauche de l'onde de cisaillement avec un amplitude important qui se propage latéralement. Donc il nous reste quoi? Il nous reste maintenant à faire une imagerie ultra rapide de cette zone-là pour qu'on puisse extraire la vitesse de déplacement de ces ondes de cisaillement. Donc l'imagerie ultra rapide. Donc on fait une acquisition complète en une seule fois. Donc l'imagerie ultra rapide permet de sonder tout le plan d'imagerie avec une très bonne résolution temporelle en une seule acquisition, typiquement à 5000 images par seconde, voire 30 000 images par seconde, dans le cas d'organes tels que les artères périphériques ou l'œil. Donc il n'y a donc pas besoin de répéter l'acquisition plusieurs fois par stroboscopie pour acquérir l'ensemble des champs de vitesse. Cela permet non seulement de faire des images en temps réel, ce qui facilite l'examen, mais également de moyenner les images très rapidement acquises pour augmenter la qualité. Donc on fait quoi? On fait une imagerie ultra rapide de cette zone-là pour qu'on puisse extraire la vitesse des ondes de cisaillement et avoir quoi? Et avoir un autre modèle élastique concernant l'élasticité des milieux.
Voilà le résumé de tout ce qu'on a dit. Donc les ultrasons sont focalisés successivement à différentes profondeurs pour créer des possibles par pression de radiation. Push. Ici, voilà. Ici. Création d'une onde ici, ici, ici. Donc vous aurez des ondes de cisaillement 1, 2, 3. Après leur interférence, vous aurez quoi? Une interférence constructive de l'onde de cisaillement formant ce qu'on appelle un cône de Mach. C'est un cône de Mach. C'est hypersonique. Ça veut dire dans laquelle la vitesse de la source est supérieure à celle de l'onde générée. Donc vous aurez une onde plane de cisaillement qui est créée. Voilà une onde plane qui se crée latéralement. Donc l'échographie en 2 passe ensuite en mode d'imagerie ultra rapide pour suivre l'onde de cisaillement qui se propage dans le milieu. Donc on doit étudier cette onde de cisaillement pour extraire les informations qui nous intéressent. Voilà un schéma aussi plus explicatif que le précédent. Voilà de gauche à droite une focalisation à une profondeur donnée ici. Donc il y a quoi? Il y a génération d'ondes de cisaillement de faible amplitude de part et d'autre du point focal. Ici, 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 c'est le point focal. Grâce à la pression de radiation acoustique. Voilà, notre onde de cisaillement, il a un faible amplitude. La focalisation successive a des profondeurs croissantes. Donc, on focalise ici, on a notre point. Ici, on a création ici d'une onde de cisaillement latéral. Mais après interférence constructive des ondes de cisaillement, le long du cône de Mach gagne en amplitude sur les deux fronts. Donc, on a aussi, par comparaison avec une seule focalisation, lorsqu'on a ici deux, on a l'amplitude de l'onde de cisaillement sera plus importante. Maintenant, on passe à l'imagerie ultra rapide ultrasonore. Donc, suivi des déplacements provoqués par des ondes de cisaillement sur les deux fronts d'onde, via l'émission d'ondes planes ultrasonores à une cadence très élevée. Donc, on suit notre onde ultrasonore pour qu'on puisse imager notre milieu afin de déterminer la cartographie concernant le modèle élastique. Voilà un exemple d'élastogramme qui permet de matérialiser ce type d'imagerie. Donc, les ultrasons sont focalisés successivement à des profondeurs différentes pour créer des possibles de pression de radiation, push. Les interférences constructives des ondes de cisaillement forment un cône de Mach supersonique dans lequel la vitesse de la source est supérieure à celle de l'onde générée. Donc, une onde plane de cisaillement est créée. Donc, en 2, l'échographe passe ensuite en mode d'imagerie ultra rapide pour suivre l'onde de cisaillement qui se propage dans le milieu. Voilà notre milieu. Ici, la profondeur. Ici, l'axe des X. Voilà ici l'élastogramme qui permet quoi? De montrer les différentes vitesses de propagation de notre d'onde de cisaillement en mètres par seconde. Comme vous voyez, souvent cette échelle-là. Le rouge, il indique une vitesse presque de 9, 8. Et le bleu est de 0 jusqu'à 1, 2. Voilà notre élastogramme. Maintenant, comparons les avantages et les inconvénients des techniques d'élastographie impulsionnelle en 2 dimensions, la RFI et les CSI. Donc, ces techniques, plus récentes, ont pour avantage majeur de pouvoir quantifier la dureté d'un tissu en la corrélant directement aux données morphologiques du mode B sur du mode B. Donc, pour une même structure et avec une dureté donnée et un patient donné, les valeurs quantitatives mesurées varient suivant le système utilisé. Et pour un même système, suivant la fréquence de la sonde employée, avec cependant des faibles variabilités de mesure et de mesures qui apparaissent constants pour chaque machine. Donc il est par conséquent nécessaire d'utiliser la même technique et la même sonde lorsqu'un suivi longitudinal des valeurs de la dureté d'un organe est envisagé chez un patient. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Pour avoir une fiabilité, donc il faut essayer de suivre les patients dans leurs différents examens
par le même matériel et les mêmes conditions de travail pour avoir une fiabilité. Des artefacts existent avec ces techniques et doivent être connus. Donc, génération notamment au niveau district et district, les interfaces au bord des organes, les gros vaisseaux, les voies biliaires et les naissances des artefacts. La dureté des tissus proche de la surface cutanée peut être surestimée du fait de l'influence de la pression de la sonde ou sous-estimée en cas d'insuffisance du signal. Donc, il faut tenir compte ici qu'une immobilité relative des organes est nécessaire afin d'obtenir la stabilité des élastogrammes. Il faut que le malade ne bouge pas. Il faut tenir compte des artefacts pour avoir une bonne interprétation. Et deuxièmement, il faut suivre les patients avec la même machine pour que les chiffres puissent être pris par la même machine dans le cadre d'avoir une bonne interprétation. Sinon, lorsqu'on change la machine, donc il y a un risque que les valeurs changent. Voilà ici le tableau suivant donne un résumé sur les différentes techniques. Donc il y a le quasi-statique et le dynamique. Le quasi-statique, donc le mode d'excitation cinémécanique, compression externe ou physiologique. Pour le TE, ça veut dire transient élasto ou bien le fibroscan, mécanique, impulsion par vibreur externe. La RFI, on utilise les ultrasons, force de radiation. Chez Wave, on utilise les ultrasons, force de radiation. L'application de la force. Pour le quasi-statique, il est superficiel, bien strict et interne. Pour le TE, il est surfacique. La RFI, différentes profondeurs, un seul point. Et le Shearwave, différentes profondeurs in ligne. Le modèle appliqué pour le case statique, on utilise le modèle de Young. Pour le TE, le modèle de cisaillement. Les propriétés mesurées, déplacement, c'est la déformation. Par contre, pour les autres techniques, c'est la vitesse de cisaillement. La visualisation, l'image temporelle de strain, ça veut dire de la déformation. Et le TE, une mesure le long de la ligne de tir. La RFI, une image figée de petite surface. Par contre, pour le Shearwave, une image temporelle cadencée plusieurs par seconde et large surface. La quantification pour le quasi-statique, il est non. Par contre, pour les autres, il est oui. Les systèmes commerciaux, donc quasi-statique, on a Hitachi, Philips, Siemens, Toshiba, et ainsi de suite. Pour le fibroscan, on a les Cosense. Pour la RFI, il y a Siemens. Pour le Shearwave, il y a Explorer. Donc ici, on doit avoir les avantages et les inconvénients des différentes techniques. Pour le quasi-statique, strain imaging, l'avantage, il est simple et courant, mais l'inconvénient, c'est une contrainte opératoire dépendante, applicable surtout aux organes superficiels, méthode qualitative. Pour le dynamique, c'est une méthode quantitative, méthode validée pour la fibrose hépatique, surtout le fibroscan. Limite, c'est surpoids et l'acide. La RFI, elle suit. Méthode quantitative, l'apnée courte, c'est ses avantages. Les inconvénients, profondeur limitée à 8 cm. Pour le SWI, c'est une méthode quantitative, carte de dureté haute résolution, mais la profondeur ici, c'est un inconvénient de 8 cm. Donc, on conclut, l'élastographie constitue un domaine de recherche très large dont les applications sont réelles et promoteuses pour l'aide au diagnostic. L'importance de la variation des modèles de Young des tissus biologiques sur plusieurs ordres de grandeur en fonction des tissus et des pathologies offre un contraste potentiellement plus intéressant que l'échographie conventionnelle. Si les techniques d'élastographie issues des laboratoires de recherche commencent à faire leur apparition commerciale, ils ne sont pas pour autant toutes quantitatives, opératoires indépendantes, car sous ce même terme peut se cacher une réalité physique bien différente. Ainsi, il est important de savoir décrypter la physique qui se cache derrière chaque mode d'élastographie.
pour en comprendre les avantages et les limitations physiques. Parmi celles-ci, l'étude des zones de cisaillement par imagerie ultra rapide permet une cartographie quantitative. Donc il y a toujours l'imagerie ultra rapide, donc ça permet de vous donner une cartographie quantitative du modèle de Young, des milieux en temps réel. En suivant ces résultats, des techniques autrefois très différentes sur la physique se mettent aujourd'hui à utiliser également les ondes de cisaillement comme base pour développer une méthode de mesure quantitative, élastographie par onde de